Bonjour Gilles. Salut Geoffroy. Bonjour à tous. Alors c'est rare d'accueillir sur cette scène et au sein de FinTech Révolution un président d'une entreprise du CAC 40. D'autant plus, et je ne sais pas s'il y en a beaucoup, que Gilles, tu es à la fois président et directeur général de Worldline, donc que tu vas nous représenter. Et à plus forte raison quand cette entreprise du CAC 40 est une entreprise technologique du secteur des paiements. Et tu vas nous partager ton expérience sur l'hypercroissance de cette entreprise qui a finalement assez peu de choses à envier à des géants comme Stripe et Adyen. Alors, juste pour te présenter rapidement, Gilles, si ta fiche Wikipédia est exacte, tu as fait de l'ENA, inspecteur des finances dont tu sors en 1996. Tu as rejoint la direction générale des impôts où tu passes 6 ans, entre 1996 et 2002. Là, je crois que tu mènes le grand programme Copernic de digitalisation des impôts, le fameux, la déclaration en ligne des impôts, ça a déjà 20 ans. Tu rejoins ensuite le cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en 2003, puis tu es directeur de cabinet d'Hervé Guémard et de Thierry Breton, dont Jean-Marc Vittori parlait et dont tu es proche. Puis tu quittes, après un passage en tant que directeur général de l'inspection des finances, tu quittes le secteur public et tu rejoins cette aventure, avant de rejoindre Atos, tu rejoins Crédit Agricole en tant que directeur de la stratégie, puis tu arrives chez Atos. Et là, c'est le début de cette grande aventure industrielle des paiements dont tu vas nous parler. Si je ne me trompe pas, donc en 2009, tu es directeur général adjoint d'Atos et tu introduis en bourse Worldline en 2014. Alors, quelle était la valorisation à ce moment-là 2 milliards. 2 milliards, donc une belle introduction en bourse. Et c'était sur quelle place financière? Euronext. Tout sur Euronext. Absolument. Donc, comme quoi, il y a un marché de l'IPO tech en France et il faut sûrement le raviver. Mais en tout cas, c'était une énorme réussite à l'époque. Et tu diriges donc cette entreprise, Worldline, jusqu'à cette étape majeure aujourd'hui qui est le rapprochement, l'acquisition d'Ingenico. Tu vas nous en parler. Et donc aujourd'hui, tu es président et directeur général de Worldline Ingenico. Alors, je te laisse peut-être présenter rapidement la société. Oui, écoute, merci beaucoup Geoffroy, merci de m'accueillir. Écoutez, c'est un plaisir. Moi, je me sens bien ici. Effectivement, par la cravate, pour tout le reste, je me sens à ma place. Je t'avais pas briefé, excuse-moi. Non, mais c'est pas un problème. C'est vraiment l'esprit qu'on a dans cette entreprise, qui est effectivement une entreprise qui a prospéré de manière un peu discrète dans l'ombre de ce géant des services numériques qui était Atos pendant des décennies. Et pour des raisons stratégiques, nous avions avec Thierry Breton décidé qu'il fallait qu'on en fasse un consolidateur des paiements digitaux en Europe. On y reviendra peut-être. Et on a effectivement fait ce projet d'introduction en bourse. Et depuis, on a exécuté de manière extrêmement serrée notre stratégie. La société a beaucoup grandi. On a multiplié notre taille par 5. Effectivement, tu l'as rappelé, ça, on ne le cherche pas, mais ça arrive à un moment donné. Quand on grandit, on se retrouve dans des indices boursiers qui sont plutôt des contraintes que d'ailleurs des objectifs en soi. Tu fais allusion au fait que Worldline ait rejoint le CAC 40 oui, c'est ça, il y a très récemment. Il y a effectivement, avec Ingenico, on va être une société qui fera à peu près 20 000 collaborateurs dans le monde. Nos métiers sont simples, ils ne sont pas très connus parce qu'on est une boîte B2B, on est dans le métier invisible des paiements digitaux, mais enfin, en parlant à des fintech et à des experts, tout le monde comprendra. On est ce qu'on appelle un PSP, un prestataire de services de paiement. On délivre des services de paiement au monde du commerce au sens le plus large, Internet, évidemment, paiement physique, paiement sur app, sur smartphone et toutes les formes de paiement machine-to-machine qui se développent aujourd'hui. À l'échelle, on a aujourd'hui 4000 commerçants dans près de 30 pays dans le monde. On en aura plus d'1 million avec Ingenico. Et on est également un très grand fournisseur de services financiers aux côtés des émetteurs de moyens de paiement, qui sont principalement encore les banques, mais aussi des fintechs et des néobanques qui, effectivement, nous achètent des services qui couvrent toute la chaîne de valeur du monde de paiement, depuis évidemment tout ce qui est lié à la carte sous toutes ses formes, mais aussi virement, prélèvement, PSD2, accès à l'open banking, sécurisation de paiement en ligne, authentification forte, etc. Et on fait ça aussi à très grande échelle. On sert près de 350 banques dans le monde, et essentiellement en Europe. On est leader en Europe depuis maintenant quelques années, après une dizaine d'acquisitions. D'accord. Et au niveau mondial, c'est le 4e. Alors ça, c'est vraiment le step-up qu'on va faire avec Ingenico. En gros, l'histoire du monde du paiement digital, j'ai écouté avec intérêt la fin de la conversation précédente. Le secteur du paiement électronique en Europe, on peut le simplifier si on est caricatural. Il y a 10 ans, c'est un secteur où il y avait 10 Boeing et pas un seul Airbus. Voilà. Donc c'était une espèce d'anomalie. On est la 2e monnaie du monde. On est sans doute encore une des plus grandes puissances économiques.
Et on avait, dans un métier où pourtant le paiement électronique s'est beaucoup développé depuis 25-30 ans avec la monétique, on n'avait aucun acteur de taille dans ce secteur. Donc nous, avec Thierry, à l'époque, on s'était fixé l'ambition de créer 2 leaders. En fait, on a beaucoup parlé d'Atos, mais en fait, on avait un double projet. C'était de créer un leader pour les services numériques et un leader en Europe pour le paiement, parce qu'il y avait une évidence, c'est que dès qu'on a adopté une monnaie unique à l'échelle européenne, on allait pouvoir scaler ce métier, au moins à l'échelle du continent européen, et il n'y a pas de raison, une fois qu'on est fort chez soi, de ne pas imaginer qu'on a aussi une ambition de leadership mondial. Donc c'est ça la vision, et c'est ça qu'on exécute de manière extrêmement décidée, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir, comme une équipe qui a évidemment beaucoup grandi et qui a accueilli énormément aussi de codes génétiques multiples à travers l'Europe et le monde d'ailleurs. Et avec l'actualité donc marquante qui est cette acquisition d'Ingenico, donc annoncée je crois en mars. Donc Worldline plus Ingenico, tu le disais, c'est 20 000 collaborateurs. Absolument, c'est... Plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'équivalent de 20 milliards d'euros de capitalisation. Oui, ça dépendra de la bourse au closing, mais c'est cet ordre de grandeur. Aujourd'hui, Worldline seul, c'est 14 milliards et c'est une transaction à 8 milliards d'euros, donc on nous met dans la gamme des 20. Le point étant, effectivement, comme ce que tu disais, c'est que ça nous projette dans le top 5 mondial et ça vraiment ancre un leadership européen qui, pour l'instant, est authentiquement extrêmement fort, qui nous permet de penser qu'à domicile, on pourra faire face à la compétition des très grands confrères américains. Les Américains ont fait ce travail de consolidation de leurs paiements digitaux depuis plus longtemps que nous, parce qu'ils ont eu la chance d'avoir une monnaie unique gigantesque à l'échelle d'un continent depuis la nuit des temps. Nous, on a l'euro depuis 15 ans, on a implémenté le CEPA et les réglementations d'harmonisation de manière relativement lente en réalité. Et donc, on a pu vraiment déployer la puissance d'un projet industriel et d'une vision technologique, finalement, que de manière assez récente en Europe. D'où le côté un peu scale-up de chez Worldline. Tu donnes des métriques effectivement importantes, mais nous, on ne se sent pas grand. Nous, on se sent encore un challenger dans une industrie mondiale. On s'est toujours vécu au sein du groupe Atos, qui faisait 130 000 personnes, comme le petit pousset du groupe. Et voilà, ceux qui étaient... qui avait plein de choses à démontrer, et ça reste l'état d'esprit de la société. C'est pour ça que moi je nous revendique un état d'esprit, pas de start-up, mais comme vous dites ici, de scale-up définitivement. Vous êtes connu pour avoir une culture technologique très forte. Et juste une petite question sur le rapprochement avec l'acquisition d'Ingenico. C'est un groupe énorme, plus important en termes de collaborateurs que n'était l'inverse. Mais proche, quasiment de la même taille. Très proche, c'est quasiment deux groupes de même taille. Quand on intègre une boîte si grosse, c'est un certain nombre de fintech ont à un moment de leur maturité des projets d'acquisition. Alors, peut-être pas de cette ampleur évidemment, mais comment on réussit l'intégration, le rapprochement avec une société d'une même taille? Quelles sont tes recettes, toi? Parce que ce n'est pas ta première acquisition. Non, on en a fait beaucoup, que ce soit chez Atos quand j'étais DGA ou chez Worldline. Ben, écoute, c'est une vraie bonne question et ma seule vraie bonne réponse, c'est d'abord on apprend, pas dans les livres, on apprend en faisant. Et je déconseillerais tout à fait d'acheter une société de même taille que soi pour juste essayer de voir ce que ça fait, franchement. On apprend et ensuite il y a 2 clés du succès. La première, c'est la qualité du travail de pré-intégration. Il faut franchement qu'au moment où on met les 2 sociétés juridiquement ensemble, on ait répondu à 3 questions essentielles qui sinon ralentissent les entreprises. C'est comment on s'organise, comment on a recomposé les scopes de business, les scopes de responsabilité. La deuxième question clé, c'est qui va être en charge de quelle responsabilité, qui reporte à qui a qui dans ses équipes. Il faut qu'à la machine à café, le jour du closing, personne n'ait de doute là-dessus. Dès qu'on est au closing, on est en exécution. Et la troisième chose, ça va être évidemment comment et quoi. Pour faire quel projet, il faut que chacun ait sa claire vision du budget qu'il a à délivrer, des streams de synergie qu'il a à délivrer, des opportunités de croissance qu'on lui demande de saisir. Et il a fait le signing pour ça, évidemment, dans la phase de sélection des cadres qui s'embarquent dans la nouvelle aventure. Ces 3 questions, comment, qui, quoi, il faut les avoir toutes traitées, mais à un niveau granulaire dans le détail, pour ensuite avoir que de la vitesse d'exécution. Ce qui fait la différence dans la vie entre les entreprises, c'est rarement la stratégie, parce que objectivement, tout le monde voit assez bien les problèmes que le monde a à résoudre, en tout cas globalement. C'est la vitesse et la qualité d'exécution toujours. Et dans les acquisitions, 2 fois plus. Donc c'est ce qu'on fait pour Ingenico. Concrètement, dans 15 jours, on est ensemble, tout se passe bien, et a priori tout se passe extrêmement bien. Toutes ces questions sont traitées. Voilà, je garantis qu'à la machine à café, aucune de ces 3 questions n'a pas de réponse.
Il y a peut-être des collaborateurs des deux Il y en a, sociétés. d'ailleurs, j'en ai vu quelques-uns. Je suis content de savoir qu'ils ont un peu de temps l'après-midi pour venir m'écouter, mais je sais qu'ils n'ont pas de doute sur ces questions. Très intéressant. Pour tous ceux qui se préparent à des opérations de rapprochement, effectivement, c'est des conseils assez essentiels. Mais j'aime bien le conseil de on n'attaque pas directement par quelque chose de très gros. Il faut s'entraîner, comme en toute chose. Sauf s'il y a vraiment une évidence et une chemistry très forte, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Mais objectivement, on ça réduit le risque, en tout comme cas, d'intégration et d'exécution en s'étant Nous, avant de entraîné. faire un génico, juste pour information, 6 ans, on en a fait 12. Voilà. On a pas mal parlé d'acteurs américains, mais il y a aussi des nouveaux entrants du monde des paiements, dont on parle très souvent sur les scènes fintech, qui sont en train de devenir des géants. Donc Stripe et Adyen. Alors Stripe, j'entendais tout à l'heure qu'ils étaient américains. Pour moi, c'est une société irlandaise. En tout cas, les frères sont irlandais. Adyen, c'est une entreprise créée aux Pays-Bas. Donc Adyen en 2006, Stripe en 2011. Je crois que Adyen est valorisé 50 milliards aujourd'hui, après avoir fait son introduction en bourse il y a 1 an et demi. Et Stripe, entre 30 et 35 milliards. Est-ce qu'ils vous font peur, à vous, enfin à toi, Gilles? Est-ce qu'ils font peur aux grands acteurs des paiements européens que vous êtes et tes concurrents américains, ou pas? Ou en fait, Au risque de paraître arrogant, non. Mais parce qu'il y a un implicite dans ta question qui n'est pas valide dans ces deux cas-là. L'implicite, c'est que ce seraient des acteurs disruptifs comme l'ont été en leur temps Uber dans la mobilité ou Booking dans l'hospitalité. Ce n'est pas le cas de ces deux-là. C'est des gens qui font exactement le même métier que nous. Il n'y a pas d'innovation conceptuelle, il n'y a pas d'innovation de rupture. Ce sont des très bons compétiteurs, mais sur des scopes relativement très étroits de notre chaîne de valeur. Ils n'adressent pas du tout, comme nous, la plénitude de cette chaîne de valeur. Ils le font extrêmement bien, objectivement. On est concurrents avec Adyen depuis 10 ans. Vous ne les connaissez que depuis peu de temps. Nous, on les connaît puisque nos activités au Benelux sont très importantes et qui sont nées aux Pays-Bas. Donc on s'est rencontrés quand ils étaient private pendant des années, donc on les connaît extrêmement bien. Certains de leurs collaborateurs sont chez moi, certains des miens sont chez eux, donc on se connaît bien. Ils sont très très focalisés sur une niche du marché du paiement Internet en particulier. On les bat dans des appels d'offres, ils nous battent dans des appels d'offres. Franchement, c'est un excellent hyper spécialiste d'une partie du marché, mais franchement c'est toujours très bon pour une entreprise d'avoir un compétiteur excellent dans un domaine. C'est une source d'inspiration, c'est aussi une façon de se rechallenger, c'est comme une acquisition. Une acquisition bien faite, c'est une occasion inouïe de se re-questionner, même quand on est l'acquéreur. Et d'ailleurs de faire des équipes qui permettent de se re-questionner, parce que c'est évidemment pas les équipes de l'acquéreur qui sont les chefs partout, en tout cas pas chez moi et pas chez nous. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt un stimulus permanent. C'est aussi important d'avoir cette taille et la solidité d'un grand groupe, parce que quand on a un concurrent puissant qui arrive sur une niche, on a généralement les reins assez solides pour absorber le choc et organiser la réponse et se repositionner. La beauté du monde du paiement, c'est que ce n'est pas un monde qui se disrupte. Tous ici dans cette salle, quel que soit notre côté tech fanatique, on a probablement encore à la maison un vieux carnet de chèques qui traîne, dont on fait une fois de temps en temps un chèque. C'était inventé il y a 400 ans. Et des pièces et des billets, peut-être pas encore trop loin de vos poches et de vos sacs, parce qu'au cas où, on peut en avoir besoin. Et ça, c'est inventé il y a 2000 ans. Donc le monde du paiement, il y a beaucoup de techno, mais c'est un monde où on ne retourne pas les tables tous les matins. Donc si on a les muscles, l'intelligence et surtout les hommes et les femmes et la compétence et l'énergie, on peut toujours s'adapter dans cette industrie. Il faut juste tenir la durée et puis être bien véloce sur ses appuis. Ouais. En tout cas, leur valorisation laisse songeur, notamment par rapport à celle des acteurs qu'on cite souvent comme étant les mieux valorisés, que sont les néobanques. Enfin, on voit que dans le secteur des paiements, il y a la possibilité, en s'accrochant à des retailers, à des distributeurs, ou tout simplement à l'essor du e-commerce, de créer des géants internationaux. Et c'est un domaine un peu aride d'approche. Il faut se plonger dans le domaine des paiements. Oui, il y a un petit coup d'entrée. Oui, mais si on veut créer des géants à 50 ou 100 milliards d'euros de valorisation en 10-15 ans, le domaine des paiements a montré que c'était un terrain de jeu intéressant. On a pas mal parlé de data tout à l'heure. Pourquoi j'ai deux questions. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de créer un géant européen des paiements? Est-ce que c'est un enjeu de souveraineté européenne? Et deuxième question sur la data spécialement, l'hébergement, l'infrastructure. Je crois que vous, c'est ce que tu m'expliquais, vous avez fait le choix d'avoir vos propres systèmes d'hébergement de données. Mais pour des jeunes entreprises, des fintech, qui souvent n'ont pas les moyens financiers nécessaires à ce type de choix stratégique,
et qui doivent passer par des clouds, ceux d'Azure, ceux d'Azure de Microsoft, AWS d'Amazon, que leur conseillerais-tu? Enfin, parfois, on n'a pas le choix, on peut pas tout construire. Voilà, donc c'est deux questions un peu différentes, et peut-être qu'on finira là-dessus. Écoute, sur la première, moi, il y a deux angles à la question d'un géant européen. Enfin, tous ces termes sont très vite connotés, c'est comme les champions. Mais pourquoi faut-il exister dans à peu près tous les secteurs quand on est européen? Moi, j'ai deux angles de réponse. La première, elle est business, et l'autre, elle me dépasse un peu. Ce serait un angle de souveraineté ou d'indépendance, qui est plutôt une question de pouvoir public. Si je prends l'angle business, je reviens à ma juste observation. Voilà un secteur de forte croissance, qui crée des emplois, qui paye des impôts, qui peut atteindre des niveaux de profitabilité élevés, qui investit massivement. Nous, on investira avec Ingenico entre 250 et 300 millions d'euros par an dans notre technologie, nos solutions, nos plateformes. C'est donc beaucoup d'intelligence, etc. Donc, d'un point de vue business, est-ce que c'est sain que dans un secteur donné, on n'ait aucun acteur capable de s'inscrire dans la compétition mondiale? Alors que, évidemment, quand on observe le niveau de capacité d'offre qu'on peut avoir et qu'on a bâti en quelques années, pour nos clients européens, avoir une option de sourcing européenne qui les connaît, pour nos banques, nos commerçants, savoir qu'ils peuvent nous mettre en compétition, qu'il y a au moins un Européen au milieu d'un panel d'offres, d'un appel d'offres, c'est juste une liberté de plus qui ne les prive de rien, mais à minima, ils savent qu'il y a au moins un opérateur next door qui a l'échelle, qui les comprend et qui a son avenir enraciné dans le même territoire qu'eux. Moi, j'ai besoin que mes clients réussissent en Europe parce que leur croissance, c'est ma croissance. Je n'ai pas d'autre agenda que celui-là. Sur ta deuxième question, sur l'autre aspect, serait la souveraineté. C'est-à-dire, oui, on est dans une situation bizarre parce que l'industrie du paiement, ce n'est pas une industrie de souveraineté au sens strict. Mais en revanche, si tu prends le monde du paiement, il a 3 étages. Il y a la monnaie, il y a les moyens, les marques de paiement, et il y a les acteurs comme nous. La monnaie, c'est de la souveraineté pure. Les marques de paiement, bien, la réalité, c'est qu'elles véhiculent la monnaie et qu'on peut se poser sérieusement la question, et l'Europe est en train de se la poser, de savoir pourquoi elle n'a pas une marque de paiement pan-européenne. Elle a décidé d'en lancer une, et je trouve que c'est vraiment une bonne initiative que nous, on encourage depuis longtemps. Et puis, troisièmement, les opérateurs d'infrastructure ou les prestataires de services, ben là, c'est pareil. Si, en dessous des deux niveaux qui tutoient la souveraineté, en revanche, tout le reste circule sur des rails qu'on ne contrôle pas et qui sont opérés par des acteurs qui n'ont aucune dépendance avec l'Europe, ben un jour, il ne faut pas s'étonner de se retrouver comme la Russie lorsqu'elle avait soutenu l'indépendance de la Crimée et qu'elle a été sanctionnée, que Visa et Mastercard ont juste arrêté les cartes russes et que la Russie s'est trouvée avec toute sa population qui avait des cartes qui ne marchaient plus. Ça peut créer une dépendance et effectivement, ça a amené les Russes à créer leur marque de paiement et à se préoccuper de ce sujet. À mon avis, il faut une cohérence dans la construction d'un écosystème. Et donc, je trouve que c'est bien que les Européens se dotent, dans mon industrie, de quelques acteurs industriels à l'échelle qui leur donnent la sécurité que oui, quand c'est chez nous, c'est probablement davantage soucieux des grands enjeux de l'Europe que si c'est totalement externalisé chez d'autres sociétés. Et enfin, sur ta dernière question, qui est évidemment compliquée, moi je me garderais bien de donner des conseils à des entrepreneurs talentueux, créatifs, etc. Pourquoi moi j'ai choisi de produire mes propres infrastructures? C'est parce que je veux absolument contrôler la production de valeur importante. Je suis dans un projet d'hypercroissance et mes volumes ne sont pas fluctuants. Moi, je n'ai pas de pic de charge qui s'en vont. Moi, le monde du paiement, c'est une marée qui monte de transactions. Je n'ai aucun bénéfice à externaliser chez un opérateur de cloud public des volumes dont je sais qu'ils sont structurellement croissants et en plus que moi-même j'alimente par ma stratégie d'acquisition. Ça peut être d'un point de vue différent d'une entreprise qui fait le pic de charge de Noël et puis les vacances et le reste du temps a besoin d'amortir ses coûts fixes. Maintenant, si je dépasse le seul point de vue du PNL et du business, je pense que c'est néanmoins un choix très très important, ce choix de modèle de production. Je peux tout à fait comprendre qu'au début d'un décollage d'entreprise, on choisit la version light. Mais en revanche, quand on pense que son projet commence à devenir un projet mûr qui va grandir vite, je pense que cette question de contrôler sa propre production et les données et avoir la sécurité, surtout dans des mondes réglementés comme les nôtres, FinTech, PSP, je pense que ce n'est pas du tout un choix de commodity, c'est un vrai choix authentiquement stratégique, surtout que les réglementations peuvent changer vite dans un monde qui se préoccupe de données. On le voit maintenant avec le Health Data Hub. Je pense que la question de la donnée de santé publique ne va plus du tout être regardée de la même manière selon qu'on la produit dans un cloud qui donne des garanties de souveraineté versus la relative benign neglect qui a précédé jusqu'à présent. Donc je pense que franchement, c'est un vrai choix qui, passé le phase de décollage, doit faire l'objet d'une authentique analyse.
Gilles, un grand merci. Est-ce que tu voulais dire un dernier mot? Parce que j'ai pas pu te poser mes dernières questions, mais... Non, juste un mot qui est de dire, parce que je suis ici, évidemment, moi je suis très heureux d'être dans votre écosystème. Juste un mot pour dire que Worldline construit une plateforme pas que pour nous-mêmes et nos actionnaires. On veut vraiment entraîner, et on entraîne depuis plusieurs années avec nous maintenant, un nombre considérable de start-up, de fintech, de scale-up. Je nous conçois comme une plateforme dans un écosystème et on a développé une multitude de partenariats. On a des événements importants. On expose des grands corporate clients de Worldline à des fintech avec nous pour construire des solutions pour eux dans le cadre de notre e-payment challenge. On a énormément de partenariats très actifs et très successful mutuellement avec des fintech à travers toute l'Europe. Et franchement, on souhaite continuer cette stratégie d'open innovation qui est une partie importante de notre code génétique. On ne veut pas tout faire. On veut juste donner la sécurité de l'échelle, de la puissance industrielle et de la réglementation, et ensuite trouver le meilleur mariage cas par cas avec des entreprises comme celles qui sont dans cette salle et plus largement dans cet écosystème. C'est vraiment une main tendue et on prend ça très au sérieux, on est très bien structuré. Et puis, même si tu dis qu'on est gros, on sait travailler rapide aussi avec des sociétés véloces. Je pense qu'on a plein de track records qui le montrent. C'est super intéressant de finir sur ce sujet de lien avec votre écosystème parce que ça rejoint complètement le thème de la journée, au-delà des frontières. Et votre historique de croissance qui est extraordinaire compte tenu de votre taille, elle s'est nourrie aussi de ces partenariats et de ce fonctionnement en écosystème avec pas mal d'acteurs qui se connectent à votre plateforme. Donc il y aura sûrement pas mal d'entrepreneurs de la FinTech, InsurTech française et européenne qui sont à la salle, intéressés justement par nouer ce type de collaboration avec un géant comme Worldline, parce qu'il n'y a rien de mieux quand on construit une boîte, quand on est au début, de s'accrocher à des très gros acteurs et de se laisser tirer par leur croissance. Et c'est clairement partie de notre mission sociétale aussi, aucun doute. Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je crois qu'on peut tous remercier Gilles d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Merci Geoffroy.